homme de ma garde, lui dit-il, et quand vous aurez mis la maison de Noureddin au pillage, et que vous aurez donné des ordres pour la raser, amenez-le-moi avec son esclave. Le capitaine des gardes n'était pas encore hors de l'appartement du roi, qu'un huissier de la chambre, qui entendit donner cet ordre, avait déjà pris le devant. Il s'appelait Sangiar, et il avait été autrefois esclave du vizir Khacan, qui l'avait introduit dans la maison du roi, où il s'était avancé par degrés. Sangiar, plein de reconnaissance pour son ancien maître et de zèle pour Noureddin, qu'il avait vu naître, et qui connaissait depuis longtemps la haine de Saouy contre la maison de Khacan, n'avait pu entendre l'ordre sans frémir. L'action de Noureddin, dit-il en lui-même, ne peut pas être aussi noire que Saouy l'a raconté. Il a prévenu le roi, et le roi va faire mourir Noureddin sans lui donner le temps de se justifier. Il fit une diligence si grande qu'il arriva assez à temps pour l'avertir de ce qui venait de se passer chez le roi et lui donner lieu de se sauver avec la belle persienne. Il frappa à la porte d'une manière qui obligea Noureddin, qui n'avait plus de domestique il y avait longtemps, de venir ouvrir lui-même sans différer. Mon cher seigneur, lui dit Sangiar, il n'y a plus de sûreté pour vous à Balsora. Partez et sauvez-vous sans perdre un moment. Pourquoi cela? Reprit Noureddin. Qu'y a-t-il qui m'oblige si fort de partir? Partez, vous dis-je, repartit Sangiar, et emmenez votre esclave avec vous. En 2 mots, Saouy vient de faire entendre au roi, de la manière qu'il a voulu, ce qui s'est passé entre vous et lui. Et le capitaine des gardes vient après moi, avec 40 soldats, se saisir de vous et d'elle. Prenez ces 40 pièces d'or pour vous aider à chercher un asile. Je vous en donnerais davantage, si j'en avais sur moi. Excusez-moi si je ne m'arrête pas davantage. Je vous laisse malgré moi pour votre bien et pour le mien, par l'intérêt que j'ai que le capitaine des gardes ne me voie pas. Sangiar ne donna à Noureddin que le temps de le remercier, et se retira. Noureddin alla avertir la belle persienne de la nécessité où ils étaient l'un et l'autre de s'éloigner dans le moment. Elle ne fit que mettre son voile, et ils sortirent de la maison. Ils eurent le bonheur non seulement de sortir de la ville sans que personne s'aperçût de leur évasion, mais même d'arriver à l'embouchure de l'Euphrate, qui n'était pas éloignée, et de s'embarquer sur un bâtiment prêt à lever l'ancre. En effet, dans le temps qu'ils arrivèrent, le capitaine était sur le tillac au milieu des passagers. Enfants, leur demandait-il, êtes-vous tous ici? Quelqu'un de vous a-t-il encore affaire ou a-t-il oublié quelque chose à la ville? À quoi chacun répondit qu'ils y étaient tous et qu'ils pouvaient faire voile quand il lui plairait. Noureddin ne fut pas plus tôt embarqué qu'il demanda où le vaisseau allait, et il fut ravi d'apprendre qu'il allait à Bagdad. Le capitaine fit lever l'ancre, mit à la voile, et le vaisseau s'éloigna de Balsora avec un vent très favorable. Voici ce qui se passa à Balsora pendant que Noureddin échappait à la colère du roi avec la belle persienne. Le capitaine des gardes arriva à la maison de Noureddin et frappa à la porte. Comme il vit que personne n'ouvrait, il la fit enfoncer, et aussitôt les soldats entrèrent en foule. Ils cherchèrent par tous les coins et recoins, et ils ne trouvèrent ni Noureddin ni son esclave. Le capitaine des gardes fit demander et demanda lui-même aux voisins s'ils ne les avaient pas vus. Quand il les eut vus, comme il n'y en avait pas un qui n'aimât Noureddin, il n'y en avait pas un qui eût rien dit qui pût lui faire tort. Pendant que l'on pillait et que l'on rasait sa maison, il alla porter cette nouvelle au roi. Qu'on les cherche en quelque endroit qu'ils puissent être, dit le roi. Je veux les avoir. Le capitaine des gardes alla faire de nouvelles perquisitions, et le roi renvoya le vizir Saouy avec honneur. Allez, lui dit-il, retournez chez vous, et ne vous mettez pas en peine du châtiment de Noureddin. Je vous vengerai moi-même de son insolence. Afin de mettre tout en usage, le roi fit encore crier dans toute la ville, par les crieurs publics, qu'il donnerait 1000 pièces d'or à celui qui lui amènerait Noureddin et son esclave, et qu'il ferait punir sévèrement celui qui les aurait cachés. Mais quelque soin qu'il prit, et quelque diligence qu'il fit faire, il ne lui fut pas possible d'en avoir aucune nouvelle, et le vizir Saouy n'eut que la consolation de voir que le roi avait pris son parti. Noureddin et la belle persienne, cependant, avançaient et faisaient leur route avec tout le bonheur possible. Ils abordèrent enfin à Bagdad, et dès que le capitaine, joyeux d'avoir achevé son voyage,
eut aperçu la ville. Enfants, s'écria-t-il en parlant aux passagers, réjouissez-vous. La voilà, cette grande et merveilleuse ville, où il y a un concours général et perpétuel de tous les endroits du monde. Vous y trouverez une multitude de peuples innombrables, et vous n'y aurez pas le froid insupportable de l'hiver, ni les chaleurs excessives de l'été. Vous y jouirez d'un printemps qui dure toujours, avec ses fleurs et avec les fruits délicieux de l'automne. Quand le bâtiment eut mouillé un peu au-dessous de la ville, les passagers se débarquèrent et se rendirent chacun où ils devaient loger. Noureddin donna 5 pièces d'or pour son passage et se débarqua aussi avec la belle persienne. Mais il n'était jamais venu à Bagdad et il ne savait où aller prendre logement. Ils marchèrent longtemps le long des jardins qui bordaient le Tigre, et ils en côtoyèrent un qui était fermé d'une belle et longue muraille. En arrivant au bout, ils détournèrent par une longue rue bien pavée, où ils aperçurent la porte du jardin avec une belle fontaine auprès. La porte, qui était très magnifique, était fermée, avec un vestibule ouvert, où il y avait un sofa de chaque côté. Voici un endroit fort commode, dit Noureddin à la belle persienne. La nuit approche, et nous avons mangé avant de nous débarquer. Je suis d'avis que nous y passions la nuit, et demain nous aurons le temps de chercher à nous loger. Vous savez, seigneur, répondit la belle persienne, que je ne veux que ce que vous voulez. Ne passons pas plus outre, si vous le souhaitez ainsi. Ils burent chacun un coup à la fontaine, et montèrent sur un des 2 sofas, où ils s'entretinrent quelque temps. Le sommeil les prit enfin, et ils s'endormirent au murmure agréable de l'eau. Le jardin appartenait au calife, et il y avait au milieu un grand pavillon qu'on appelait le pavillon des peintures, à cause que son principal ornement était des peintures à la persienne, de la main de plusieurs peintres de Perse que le calife avait fait venir exprès. Le grand et superbe salon que ce pavillon formait était éclairé par 80 fenêtres avec un lustre à chacune, et les 80 lustres ne s'allumaient que lorsque le calife y venait passer la soirée, et que le temps était si tranquille qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Il faisait alors une agréable illumination qu'on apercevait bien loin à la campagne, de ce côté-là, et d'une grande partie de la ville. Il ne demeurait qu'un concierge dans ce jardin, et c'était un vieil officier fort âgé, nommé cheik Ibrahim, qui occupait ce poste, où le calife l'avait mis lui-même par récompense. Le calife lui avait bien recommandé de n'y pas laisser entrer toutes sortes de personnes, et surtout de ne pas souffrir qu'on s'assît sur les 2 sofas qui étaient à la porte en dehors, afin qu'ils fussent toujours propres, et de châtier ceux qui l'y trouveraient. Une affaire avait obligé le concierge de sortir, et il n'était pas encore revenu. Il revint enfin, et il arriva assez de jour pour s'apercevoir d'abord que 2 personnes dormaient sur un des sofas, l'une et l'autre la tête sous un linge pour être à l'abri des coussins. Bon, dit cheik Ibrahim en lui-même, voilà des gens qui contreviennent à la défense du calife. Je vais leur apprendre le respect qu'ils lui doivent. Il ouvrit la porte sans faire de bruit, et un moment après, il revint avec une grosse canne à la main, le bras retroussé. Il allait frapper de toute sa force sur l'un et sur l'autre, mais il se retint. Cheik Ibrahim, se dit-il à lui-même, tu vas les frapper, et tu ne considères pas que ce sont peut-être des étrangers qui ne savent où aller loger et qui ignorent l'intention du calife. Il est mieux que tu saches auparavant qui ils sont. Il leva le linge qui leur couvrait la tête avec une grande précaution, et il fut dans la dernière admiration de voir un jeune homme si bien fait et une jeune femme si belle. Il éveilla Noureddin en le tirant un peu par les pieds. Noureddin leva aussitôt la tête, et dès qu'il eut vu un vieillard à la longue barbe blanche à ses pieds, il se leva sur son séant, se coula sur les genoux, et, en lui prenant la main, qu'il baisa, bon père, lui dit-il, que Dieu vous conserve. Souhaitez-vous quelque chose? Mon fils, reprit cheik Ibrahim, qui êtes-vous? D'où êtes-vous? Nous sommes des étrangers qui ne faisons que d'arriver, repartit Noureddin, et nous voulions passer ici la nuit jusqu'à demain. Vous seriez mal ici, répliqua cheik Ibrahim. Venez, entrez, je vous donnerai à coucher plus commodément, et la vue du jardin, qui est très beau, vous réjouira pendant qu'il fait encore un peu de jour.